Il était une fois, dans un pays lointain, proche du pôle Nord, une maman ours qui mit au monde une petite oursonne. La maman ours s'appelait Soka et, comme toutes les familles ours de ce pays, les bébés portaient le nom de leur maman. La petite Soka vint au monde avec beaucoup de difficultés parce qu'il faisait très très froid cette année-là et il faisait si froid que c'est un lit gelé qui accueillit le petit nouveau-né. Le petit nouveau-né était blanc, un peu châtain, et il était bleu aussi, bleu de froid. Tellement cette année-là, il avait fait froid, plus froid que nulle part ailleurs, plus froid que depuis des décennies il n'avait fait froid. Alors, voyant la petite Soka qui claquait des dents, même si elle n'avait pas encore de dents, et qui était devenue bleue de froid, sa mère dit « Vis, Soka, vis, Soka, vis, Soka, vis, Soka !» Et c'est ainsi que la petite ours ouvrit l'œil, vit sa maman, son papa, toute la grande famille ours autour et décida qu'elle lutterait contre le froid. Elle vécut donc, et toute la famille l'appela Visoka, parce que c'était à ce moment-là qu'elle avait ouvert l'œil et qu'elle avait commencé à lutter pour sa survie. La petite Visoka vécut donc dans ce pays hostile où sa lointaine famille avait émigré quelques siècles auparavant. Mais la maman de Visoka avait un rêve qu'elle partageait avec le papa de Visoka, mais qu'ils étaient tous les deux seuls à partager. Ils voulaient partir vers un pays plus beau, vers un pays plus chaud, vers un pays où il y aurait autre chose que des paysages lunaires et glacés. Un jour donc, alors que c'était le printemps, mais que ça se voyait à peine, tellement il continuait à faire froid et tellement le paysage était encore tout blanc de neige et de glace, un jour donc, le père et la mère décidèrent de partir vers le sud avec la petite Visoka qui trottinait péniblement entre les pattes de sa maman. Ses griffes n'étaient pas assez longues, elle dérapait tout le temps et ça la faisait rire aux éclats. Visoka et sa petite famille marchèrent longtemps, très très longtemps. Ils étaient prudents, ils ne marchaient que la nuit, car ils avaient entendu parler que certains humains, cette race si peu aimée, certains humains chassaient la peau d'ours. Alors ils étaient très prudents, ils reniflaient dans le vent, ils reniflaient dans l'air, ils reniflaient pour essayer de voir s'ils sentaient une odeur humaine. Et quand ils ne sentaient pas d'odeur humaine, ils continuaient leur route. Quand ils sentaient une odeur humaine, ils faisaient un grand détour par rapport à la route du sud qu'ils suivaient obstinément. Ils faisaient un grand détour pour ne prendre aucun risque de croiser ces humains dont on disait qu'ils étaient si cruels. Le temps passa, les semaines passèrent et plus ils descendaient vers le sud, plus, évidemment, la neige fondait. Et ils découvraient des paysages extraordinaires qu'ils n'avaient jamais vus. Ils découvraient de verts pâturages, encore inhabités.
Il découvrait des arbres, des arbustes, des fruits aux arbres. Il découvrait des sapins, il découvrait même des lacs gelés partiellement. Et plus le temps passait, plus il descendait vers le sud, plus le paysage changeait, plus il faisait moins froid. Visoka, pendant ce voyage, grandissait. C'était une charmante petite oursonne et son pelage blanc s'était un tout petit peu foncé. Elle était beige pâle, un beige brillant, un très joli beige. Et son papa et sa maman, qui étaient tous les deux des ours bruns, fort bruns, regardaient avec émerveillement cette toute petite chose qui grandissait à vue d'œil. La maman de Visoka et le papa de Visoka étaient des ours très particuliers. Au plus froid de l'hiver, leur fourrure devenait blanche, mais dès que le temps se radoucissait un petit peu, elle devenait brune. C'était une des espèces d'ours hybrides entre l'ours polaire et l'ours des grottes des temps préhistoriques. Et la petite Visoka, elle, était donc châtain clair, avec un petit poil bouclé, ce qui était tout à fait étonnant, parce que ses parents n'avaient pas le poil bouclé. Ce qui fait que Visoka avait un peu l'air d'une extraterrestre. Ses parents la regardaient et disaient « Jamais on n'aurait pensé avoir une petite oursonne comme toi. Tu nous ressembles si peu. Tu ressembles à une extraterrestre. Tu ressembles à un ours mélangé avec autre chose. » Mais comme ils couvaient leur petite oursonne d'amour, eh bien, la petite oursonne était fière, ma foi, était fière de ne ressembler ni à ses cousins, ni à ses cousines qu'elle n'avait pas vues depuis très très longtemps, ni de ressembler à son papa, ni de ressembler à sa maman, et d'être une espèce d'extraterrestre. Ça lui semblait tout à fait sympathique. Chemin faisant, Visoka apprenait à respirer, à renifler, à reconnaître les odeurs, et surtout les odeurs de miel, car elle avait une affection toute particulière pour le miel. Par contre, il lui arriva sur la route, on ne sait comment, de rencontrer des bananes, un troupeau de bananes qui poussait sous cloche, on ne sait trop comment. Eh bien, elle avait détesté la banane. Elle détestait la banane aussi fort que, mettons, le lait ou le beurre, alors que sa mère se régalait de petites tartines croustillantes faites avec un peu de beurre et un peu de miel. La petite Visoka, elle, mangeait à grosses poignées le miel des ruches. Mais nature, en se pourléchant les doigts et les entre-doigts et tout ci et tout sous. Le temps passa et la petite Visoka avait presque atteint ses 1 an lorsqu'ils arrivèrent dans un pays merveilleux. Ce pays était fait de paysages absolument magnifiques et enchanteresses. Il y avait là des vertes plaines couvertes de fleurs multicolores. Il y avait là des arbres millénaires. Il y avait là des oiseaux qui chantaient avec un plumage comme on n'en avait vu nulle part ailleurs. Il y avait dans le ciel des nuages qui avaient des formes si extraordinaires que Visoka passait son temps plongé dans l'herbe à deviner quelle forme pouvaient avoir ces nuages.
car bien sûr, son papa et sa maman lui avaient fait la leçon sur la route en lui expliquant les animaux du monde et les arbres du monde et les légumes du monde et les poissons du monde et les poissons qu'on peut manger comme les truites et le saumon et ceux qu'on ne peut pas manger, surtout quand on est un gros nounours. Et donc, Visoka, allongée dans son lit d'herbe, regardait le ciel et donnait des formes aux nuages et des noms surtout, puisque les formes en fait y étaient. Ce pays était merveilleux. De temps en temps, il croisait des ruines de constructions qui avaient été grandioses. C'était un pays très très étonnant. Parce que quand les parents de Visoka et même la petite Visoka reniflaient l'air à la recherche de traces humaines, eh bien, il y avait bien sûr des traces humaines, mais ces traces humaines n'avaient pas cette odeur d'agressivité qu'ils avaient retrouvée dans toutes les autres traces humaines. Cette odeur de traces humaines avait une odeur, oui, disons-le, gentille, comme si les humains qui habitaient là étaient gentils, étaient cueilleurs et non pas chasseurs, se nourrissaient exclusivement de baies, mais non point de chasse. Car c'était la grande hantise des parents de Visoka. Ils avaient tellement peur d'être chassés, surtout que des ours par chez eux, par ce nouveau pays, ils n'étaient pas sûrs qu'il y en eût, et certainement pas avec la belle fourrure qu'ils avaient eux, qui était en train de noircir, tandis que qu'on allait vers le printemps et vers l'été même. La petite Visoka, elle, gardait son pelage châtain clair, soyeux, bouclé, brillant, son pelage d'extraterrestre. Et puis un jour dont Visoka se souviendrait toute sa vie, un jour, son père et sa mère l'emmenèrent dans un endroit qui ne ressemblait à aucun autre. Pour les parents, cet endroit était un endroit juste à l'abri des prédateurs éventuels. Mais Visoka, elle, sentit ses petites narines frémir. Il y avait dans l'air quelque chose d'extraordinaire qui lui faisait palpiter le cœur, quelque chose qu'elle n'avait senti nulle part ailleurs, quelque chose d'absolument irrésistible. Son père et sa mère dormaient, mais Visoka, elle, se sentit obligée de se lever. Et elle marcha, attirée par cette espèce d'odeur incroyable qui régnait dans l'air. Et elle marcha longtemps, mais comme guidée par cette odeur qui, à mesure qu'elle se rapprochait d'elle ne savait quel endroit, devenait plus forte. Les molécules étaient plus nombreuses et une espèce d'aura l'en commençait à l'entourer. Il faisait nuit noire, la nuit, lune était couchée, mais Visoka avançait, n'y voyant goutte, attirée par cette seule odeur de plus en plus envahissante. Et tout à coup, elle aperçut un tunnel qui avait l'air immense, un tunnel par lequel on entrait discrètement, à l'abri des regards, et où à l'entour, l'odeur était encore plus forte. Visoka ne réfléchissait plus, elle entrait, guidée on ne sait par quoi, et à mesure qu'elle entra dans ce tunnel, elle s'aperçut qu'il était en fait immense, absolument immense, et qu'il y avait là quelque chose qui frottait dans l'air, qu'elle ressentait
un bien-être incomparable. Les petites griffures qu'elle avait eues sur la route après cette longue marche de presque 1 an s'estompaient. Sa fatigue accumulée par des longs mois de voyage, s'estompait aussi. Et surtout, il y avait dans l'air des ondes, des ions, qui sait, quelque chose qui la revigorait, qui lui donnait une force extraordinaire. Et le tunnel n'en finissait pas, le tunnel n'en finissait pas. Au bout d'un moment, la petite Visoka, qui se sentait ivre, comme s'il y avait eu, je ne sais pas, trop d'oxygène, trop de quelque chose, ivre mais pleine de bien-être, la petite Visoka se dit qu'il était peut-être temps de rebrousser chemin et de rentrer à la maison. Enfin, là où l'attendaient ses parents qui devaient dormir encore, elle ne voulait pas les inquiéter. Alors, elle retrouva la route, elle retrouva son père et sa mère endormis et plongea dans un sommeil bienfaiteur. Elle dormit très peu parce qu'enfin elle avait beaucoup marché, mais au réveil elle se sentait extrêmement bien. Elle avait fait des rêves merveilleux et sa peau, sa fourrure était devenue encore plus bouclée, encore plus brillante qu'auparavant. Ses parents ouvrirent l'œil, la regardèrent, lui sourirent, reniflèrent l'air et lui dirent « Tu sens tout chose, ma petite chérie ?» Alors, elle osa leur raconter, mais ils éclatèrent de rire l'un et l'autre en disant qu'elle avait fait un fort beau rêve et que ce tunnel n'existait que dans ses rêves. L'endroit où les parents avaient trouvé un abri était fort agréable, on y trouvait abondance de nourriture, il y avait un ruisseau pas loin avec des poissons fort goulayants, et il y avait des arbres avec des petites abeilles sauvages qui leur abandonnaient volontiers et sans piqûre une partie de leur miel. Le pays était merveilleux, il faisait bon, il faisait chaud et les parents de Visoka adoraient rester là, sous le soleil, à tel point qu'un jour, le papa de Visoka attrapa un énorme coup de soleil. Énorme, il eut la fièvre, il était très mal, très mal. La petite Visoka, elle, sans rien dire à ses parents, était retournée toutes les nuits dans le tunnel mystérieux. Et tous les matins, elle rentrait et une joie nouvelle l'emplissait. Lorsqu'elle vit son papa gravement brûlé, elle se décida à lui dire « Papa, papa, je connais un endroit où il faut que tu ailles. Je suis sûre que cet endroit te fera du bien. » Le papa était dans un tel état de souffrance et de température qu'il décida de suivre sa petite oursonne. Et le père et la mère se mirent en route avec la petite, et comme ils étaient beaucoup plus grands, ils allaient beaucoup plus vite. Et ils arrivèrent devant ce tunnel à la nuit tombée. Le papa, avec son énorme brûlure qui commençait à devenir purulente et infectée, le papa entra là et il commença à se dire « Il y a une odeur très bizarre ici, on sent quelque chose que je n'ai senti nulle part. Malgré les 1000 pays que nous avons traversés, je n'ai senti nulle part cette odeur. » La mère renifla et dit « Mais moi aussi, mon mal de tête s'estompe. » Car la maman de Visoka était migraineuse. Le papa et la maman décidèrent de rester là 1 heure ou 2 et quand ils ressortirent, le papa avait beaucoup moins mal. Ils arrivèrent jusqu'à leur abri pour dormir et là, ils s'endormirent plus profondément qu'ils n'avaient jamais dormi durant leur voyage. La petite Visoka s'endormit elle aussi et le lendemain, lorsque le papa se réveilla, sa fièvre était tombée et son coup de soleil avait beaucoup diminué. Ils y retournèrent la fois d'après et la nuit d'après, et au bout de 3 jours, le coup de soleil avait complètement disparu,
Mais plus encore, la maman de Visoka n'avait plus du tout de mal de tête et tous deux se sentaient envahis d'une force nouvelle et d'une sérénité nouvelle et tous les petits bobos qu'ils avaient eus sur la route, boutons, escarres, blessures multiples, contusions, bleus, coupures, tout ça avait disparu. Et tout ça avait disparu et on aurait dit qu'un sang neuf coulait dans leurs veines. On aurait dit qu'ils avaient rajeuni. Et, et oui, et oui, leur poil, leur fourrure se mit elle aussi à briller et à boucler. Parfaitement, à boucler. La petite Visoka dit à ses parents, « C'est marrant, mais j'ai toujours eu l'impression d'être née ici. En arrivant ici, papa, maman, j'ai eu l'impression d'être née ici. J'ai eu l'impression que mon pays c'était ici. J'ai eu l'impression de me reconnaître chez moi. » Le papa et la maman échangèrent un regard. Ils avaient entendu parler dans de savants ouvrages d'une certaine chose qu'on appelle expérience de mort imminente. C'est quelque chose qui arrive quand parfois on est sur le point de mourir et que quelque chose vous rappelle à la vie. Et dans ces moments-là, parfois, on a l'impression d'être dans un tunnel avec une lumière éclairée dans le lointain et on se sent extraordinairement bien. Et les parents se rappelèrent que la petite Visoka, quand elle avait ouvert les yeux à sa naissance, avant d'ouvrir les yeux, elle avait été dans le coma quelques très longues minutes et ses parents avaient été persuadés qu'elle allait mourir et miraculeusement, elle était revenue à la vie. Et les parents, à ce moment-là, se demandèrent si elle n'était pas entrée dans un de ces tunnels et si elle n'avait pas vécu quelque part quelques secondes dans ce tunnel réparateur et réveillée par la voix de sa maman qui lui dit « Visoka, Visoka !» Elle n'était pas revenue à la vie. Et donc, peut-être était-ce l'explication du fait que la petite Visoka avait l'impression d'être retournée chez elle dans cet endroit réparateur qui ressemblait si fort à un tunnel. Peut-être, et peut-être pas, on ne sait pas. Toujours est-il que tous les soirs, maintenant, le père, la mère et la petite allaient dans le tunnel guérisseur. La petite Visoka était très heureuse là, mais enfin, elle grandit. Elle grandit et elle apprit à mieux connaître encore ce pays qui était devenu le sien. Vous ne le savez pas, mais ce pays, c'était la Bosnie-Herzégovine. Ils n'étaient pas très loin de la capitale, Sarajevo, et le pays était connu par quelques privilégiés pour ces tunnels de Visoko, ces tunnels de guérison. En grandissant, la petite Visoka décida de rester là, tout près des tunnels, tout près, et de ne plus jamais partir ailleurs, tellement elle se sentait bien. Les parents, eux, commencèrent au fil des saisons à avoir le mal du pays. Et oui, eux étaient nés et avaient grandi toute leur enfance, toute leur adolescence et toute leur vie d'adulte au pôle Nord. La neige commençait à leur manquer, même le froid glacial commençait à leur manquer, et même les poissons qu'on mangeait là-bas commençaient à leur manquer, et même ces paysages où on ne voyait rien que des multitudes glacées commencèrent à leur manquer. Alors, la Visoka étant désormais en âge de vivre seule, ils décidèrent de repartir là-haut dans le pôle Nord.
La petite avait grandi, elle était tout à fait apte à vivre sa vie d'adulte et de grande adolescente, toute seule, parce qu'enfin, ils avaient beaucoup d'amis, ils s'étaient fait énormément d'amis, une belette, une marmotte, un tigre blanc qui vivait caché et que personne ne soupçonnait qu'il y avait là un tigre blanc caché à l'abri de tous. Il y avait des biches, des cerfs, des daims, il y avait un oiseau de paradis qui se cachait aussi pour que personne ne sache qu'il était là. Bref, la petite Visoka avait énormément d'amis. Et c'est donc tristement, mais fermement, que la petite Visoka dit au revoir à ses parents, sachant qu'ils avaient décidé de revenir régulièrement lui rendre visite à Visoko. Et donc, les parents repartirent vers le pôle Nord. Parmi leurs amis, il y avait un pigeon voyageur qui avait l'habitude de faire de très grandes distances et qui avait décidé de suivre les parents pour voir à quoi ressemblait un pays glacé et qui avait dit à la petite Visoka qu'il reviendrait avec des nouvelles de ses parents en passant par les airs, ce qui était beaucoup plus rapide, et comme ça il ferait pigeon voyageur entre ses parents et Visoka pour que le lien ne soit pas évidemment rompu pendant les 5 années où ils n'allaient pas se voir. Et la petite Visoka resta là. Elle avait énormément d'amis, surtout l'oiseau de paradis qui lui racontait des choses merveilleuses sur des pays lointains où il y avait des cocotiers et plein de choses extraordinaires. Et la petite Visoka écoutait émerveillée, mais elle n'avait aucune envie de s'en aller. Elle n'avait aucune envie de s'éloigner de ces tunnels salvateurs où elle se sentait si bien et qui faisait battre son cœur tous les jours un peu plus droit. Et elle était heureuse de voir qu'il y avait quelques rares personnes qui étaient au courant des vertus magiques de ces tunnels, car il n'y en avait pas qu'un, il y en avait plusieurs, et elle était tellement heureuse de les voir s'approcher, en ressortir vivifiés, et même des humains, oui, parce qu'elle se disait, les humains qui viennent ici, ce sont de bons humains, ce sont des humains qui ne sont pas attirés par l'argent, par le matériel, ce sont des humains animés par la volonté d'être et pas de paraître, et ceux-là, ils sont intéressants et authentiques. Parce que oui, la petite Visoka était un brin philosophe. Elle avait lu énormément de livres, mais parfaitement, elle avait lu énormément d'e-books, car parfaitement, elle avait un ordinateur portable, absolument, qui crépitait sous les ondes positives d'un tunnel, un tunnel particulier qu'elle était une des seules à connaître et qui faisait un peu recharge de pile électrique, ce qui fait qu'avec son petit ordinateur, là, qui était tout petit, la petite Visoka rechargeait son ordinateur dans le tunnel qu'elle était seule à connaître avec l'oiseau de paradis, et ainsi elle pouvait lire des milliers d'e-books qui lui donnaient des tas de nouvelles du monde et qui alimentaient sa culture générale. Elle n'était pas bien grande, hein, la petite Visoka, mais enfin, les petites ours à son âge, à leur âge, avaient l'habitude de vivre absolument seules, sans communauté ours, mais entourées d'énormément d'amis. Et donc la petite ne s'ennuyait pas trop, elle avait des nouvelles de ses parents par le pigeon voyageur qui s'amusait beaucoup à faire des allers et retours. Et un jour que Visoka était devant le tunnel à méditer, elle vit arriver une petite humaine à cheveux noirs bouclés, à reflets roux, une petite humaine qui dégageait quelque chose qui lui parla à la petite Visoka. On ne peut pas expliquer ces choses-là. Ce sont des ondes attractives, comme si ondes négatives, ondes positives, plus, moins, s'attirent comme des aimants, comme un espèce de coup de foudre amical, mais même pas un coup de foudre amical. Un truc qui fait que la petite Visoka se sentit immédiatement attirée par cette petite personne humaine, qui n'était pas bien grande, mais qui était quand même beaucoup plus grande qu'elle, et qui, avec ses petites boucles, était
tellement sympathique. La petite Visoka suivit la petite humaine et se cachait parce qu'elle ne la connaissait pas encore. Elle voulait d'abord l'observer. Et elle l'observa et la petite humaine revint le matin, l'après-midi, le lendemain. Pendant 3 jours, elle revint dans les tunnels et elle était tellement heureuse, la petite humaine, d'être là, dans cet endroit que Visoka se dit, elle a compris l'endroit extraordinaire dans lequel nous sommes. La petite humaine s'appelait Sévan. Et Visoka décida de se montrer à elle au bout de quelques heures. Car enfin, il y avait une telle connivence corporelle entre elles qu'il fallait qu'elle se montre. Et quand la petite Sévan, qui n'était pas si petite, et qui n'était pas si vieille non plus, quand la petite Sévan aperçut la petite Visoka, elle ressentit elle aussi quelque chose d'instinctif. Elle tendit la main et la petite Visoka arriva gentiment vers elle et la petite Sévan la serra dans son cœur et la petite Visoka se sentit bien et quand la petite Sévan, qui n'était pas si petite, sortit du tunnel, eh bien la petite Visoka se sentit aussi bien que si elle était dans le tunnel. Et quand la petite Sévan décida de l'emmener avec elle dans l'appartement qu'elle habitait en ville, en Bosnie bien sûr, la petite Visoka la suivit et découvrit la ville et elle continua à se sentir bien parce qu'il émanait de cette petite Sévan qui n'était pas si petite, des ondes qui étaient en total accord avec la petite Visoka. Pendant 1 semaine, elles retournèrent dans les tunnels et même la petite Visoka prit par la main Sévan et lui montra les tunnels les plus secrets, les tunnels que personne d'autre qu'elle et l'oiseau de paradis ne connaissait. Et un jour, la petite Sévan fondit en larmes et dit « Il est temps pour moi de rentrer à Paris. » La petite Visoka ne dit rien. Elle regarda la petite Sévan, qui n'était pas si petite que ça, et elle eut un sourire. Et la Sévan dit « Je pars et t'as pas l'air trop triste. Tant mieux, je veux pas que tu sois triste parce que tu me quittes. » Et la petite Visoka continuait de sourire. Et alors la petite Sévan, qui n'était pas si petite que ça, lui fit un gros bisou câlin et s'en alla dans un coin faire un peu de méditation. Elle avait posé ses bagages à terre parce qu'elle devait rejoindre directement l'aéroport. Elle alla faire une méditation solitaire, se recharger dans tous les ions négatifs qui sont profusion dans ces tunnels très célèbres. Et quand elle revint, la petite Sévan, qui n'était pas si petite, prendre ses affaires, Visoka avait disparu. Mais oui, bien sûr, c'est trop difficile cet adieu. Elle a bien fait de partir pendant que je ne la voyais pas partir, et puis je reviendrai peut-être l'année prochaine. Et la petite Sévan, qui n'était pas si grande et qui n'était pas si petite, s'en alla et rentra à Paris. Le cœur un peu serré, tellement elle avait trouvé ce pays bosniaque merveilleux et tellement la rencontre avec la petite Visoka avait été merveilleuse. Elle rentra chez elle, dans son joli petit appartement sous les toits, et elle était si fatiguée qu'elle décida de faire vite fait un brin de toilette et de prendre sa chemise de nuit et de dormir d'un trait sans déballer toutes ses affaires. Elle ouvrit sa chemise de nuit, elle ouvrit sa robe de chambre, son sac, attrapa sa chemise de nuit et là, que vit-elle? Elle n'en crut pas ses yeux. Mais oui, vous avez bien compris.
Visoka était là, tout sourire. Visoka avait profité du fait que la petite Sévanne, qui n'était pas si petite, était partie faire une dernière méditation pour se glisser dans son sac et fermer de l'intérieur. La fermeture éclair, ce qui avait été le plus difficile. Elle avait voyagé dans la soute à bagages, elle n'avait pas eu froid parce qu'elle était habituée en ours né au pôle Nord à avoir froid. Elle n'avait pas eu froid. Et lorsque elle était arrivée dans le sac et que la petite Sévanne, qui n'était pas si petite, avait ouvert le sac et qu'elle l'avait vue, son cœur avait frémi de joie et elle avait dit à la petite Sévanne: mais oui, je ne peux pas vivre là où tu n'es pas. Même si la Bosnie et Sarajevo et les tunnels sont très importants pour moi, tu es tout de même la personne la plus importante pour moi. Je l'ai senti aux ondes que tu dégageais, ou aux ondes qu'on dégageait ensemble, et on y retournera en Bosnie, mais toutes les deux, j'ai pas pu me résoudre à te laisser partir toute seule et rentrer toute seule à Paris. Alors je suis là, et je suis ton doudou, et je resterai ton doudou. Et la petite Sévanne, qui n'était pas si petite, serra son petit doudou dans les bras, tellement heureuse, car avec elle, c'était un petit bout de Bosnie qui rentrait avec elle à Paris. C'était un petit bout du tunnel qui venait avec elle à Paris. Et c'est ainsi que la petite Sévanne, qui n'était pas si petite, et la petite oursonne vécurent dans la perspective du prochain voyage qui les conduirait en Bosnie, car elles s'étaient promises, toutes les deux, à l'ombre de la géode qui trônait dans la maison, de retourner en Bosnie très très vite. C'était l'histoire de Visoka, la petite oursonne, et de Sévanne, la petite Parisienne.